De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité, écrivain et chercheur Samuel Bajoum est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Jean-François Akanji-Kombe et Gracien Rokindikiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. L'implication des femmes en politique est de plus en plus importante sur le continent africain ces dernières années. Dans les partis politiques et même dans la gestion des affaires publiques, elles sont présentes, elles décident. Alors, comment expliquer cette forte percée des femmes en politique? Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent sur le terrain? Que faire pour appliquer réellement la parité homme-femme sur le continent africain? Reportage de nos correspondants Narcisse Doumbé et Olive Adjakotan. L'engagement politique de la femme africaine remonte au XVIIe siècle, avec surtout la résistance à la colonisation portugaise de la reine Ana Zinga en Angola. Aujourd'hui, ce leadership féminin en politique est perceptible dans plusieurs pays en Afrique. Au Rwanda comme au Cameroun, l'engagement politique des femmes est de plus en plus grandissant. Elles sont nombreuses à briguer des postes électifs. Le Parlement rwandais est même majoritairement composé de femmes. Au Cameroun, elles sont davantage impliquées dans la gestion des affaires publiques. C'est le cas de Kawala, plusieurs fois candidate à la présidentielle. Pourquoi les femmes s'aventurent-elles de plus en plus en politique? Sont-elles à la hauteur des attentes des populations? Quelles sont les difficultés auxquelles elles doivent faire face? La politique de promotion du genre féminin, menée notamment par les autorités rwandaises, a favorisé davantage la participation politique des femmes. Des promotions dues non seulement à leurs compétences, mais aussi à leur engagement politique. Diverses raisons amènent désormais les femmes à embrasser une carrière politique au pays des 1000 collines et au Cameroun. Il y a certains aspects qui leur tiennent à cœur, notamment la question de la promotion de la femme, la question des droits de la personne et des droits des femmes, en particulier des enfants. Le gap qu'on a à combler, c'est de s'assurer que nos citoyens bénéficient pleinement de la richesse de leur pays. Et je crois que la femme, de par le rôle qu'elle joue dans la société, est bien placée pour intégrer le leadership politique afin de mettre ces préoccupations-là au centre de la prise de décision. Au Front patriotique rwandais, première force politique du pays, comme dans les autres regroupements politiques, les femmes sont au premier rang. Nombre d'elles figuraient en tête de liste pour les élections locales et législatives de septembre 2013. Une politique qui a donné ses fruits, car au Parlement, la population féminine prédomine. Une majorité qui a permis aux femmes de mettre à la 3e mandature du pouvoir législatif une militante chevronnée du Parti libéral du Rwanda, alliée de la majorité présidentielle. En 2 ans de gestion de la 2e institution la plus importante du pays, le bilan des activités des femmes est positif. Je dirais que la gestion n'est pas difficile. Parce que tout ce que nous le faisons sur base de notre Constitution. Comme je vous l'ai dit, vous voyez que les commissions, je ne dirais pas que ce sont des commissions importantes, mais ce sont des commissions qui sont créées, qui sont dirigées par les femmes. Et elles font leur travail de façon satisfaisante. L'activisme politique féminin n'est pas une chose aisée sur le continent. Malgré leur bonne foi, les femmes politiques font souvent face aux mêmes difficultés que les hommes. Le rude combat entre les partis politiques et le manque d'honnêteté dans le milieu compromettent sérieusement leur accession. À côté de ces obstacles, elles doivent également affronter les réalités culturelles africaines. Mais il y en a beaucoup qui remarquent d'abord que vous êtes femme et ensuite que vous êtes un leader politique. Il y en a qui remarquent d'abord que vous êtes femme et ensuite que vous avez des idées, que vous avez des solutions, que vous avez des stratégies. Donc ça fait toujours, quand on est en position de leadership, qu'on a à surmonter cette image d'une personne qui n'est pas à la place qu'il devrait être. On vous perçoit toujours comme épouse d'eux, mais on vous perçoit très difficilement comme femme politique à part entière. Donc, nous avons donc un double défi de prouver, de montrer, de poser des actes qui font qu'on nous respecte, qu'on sache que nous avons quand même un background et que si nous sommes en politique, ce n'est pas pour le paraître, mais c'est pour être et pour travailler.
pour la cité, le bien-être des populations qui nous ont fait confiance. La notion de parité homme-femme dans l'appareil étatique des pays africains apparaît au début des années 90 avec l'avènement du pluralisme politique. Dès lors, certaines nations ont commencé à faciliter l'épanouissement politique des femmes grâce à des lois. Si sur le plan légal, de nombreuses mesures ont été prises, notamment en matière électorale, certaines barrières doivent être encore brisées. La parité, pour moi, ce n'est pas une opération arithmétique, à savoir 1 plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parité, c'est un concept. Et tel que les choses se présentent aujourd'hui, la parité est un processus qui est irréversible. On tend vers la parité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre un homme automatiquement une femme. Il faut mettre les femmes compétentes. Et je pense que la parité, c'est un changement de mentalité. Parce qu'on a beau mettre toutes les lois en place, on a beau mettre toutes les structures en place, tant que les mentalités ne changeront pas, la parité ne verra pas le jour. Engagées et plus que jamais déterminées à jouer des rôles majeurs sur la scène politique dans divers pays africains, les femmes ont de plus en plus foi en elles. Elles entrevoient l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Les femmes africaines savent aujourd'hui qu'elles ont une place dans le leadership politique de leur pays. Elles savent aujourd'hui qu'elles n'ont pas intérêt à laisser cette place uniquement aux hommes. Ça ne nous sert pas, ça ne leur sert pas, ça ne sert pas à nos pays, ça ne sert pas à notre continent. Je crois qu'on va voir un avenir vraiment prometteur pour les femmes dans le leadership politique et déterminant pour notre continent. Je crois que plus de femmes nous avons dans les instances dirigeantes, plus nous allons aller dans la direction qui est réellement la direction africaine. Au Rwanda comme au Cameroun, les femmes sont donc décidées à ne plus rester en marge de la gestion des affaires publiques. Certaines continuent d'assumer avec exemplarité leurs fonctions politiques malgré de nombreux préjugés. En 2000, les 189 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont signé la déclaration du millénaire pour le développement, une charte militant surtout pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes. Mais 15 ans après, très peu de pays sont des exemples. Jean-François, est-ce qu'elle est si visible que ça, l'émergence des femmes en politique sur le continent africain ? Je pense que oui. Cette émergence est visible, mais elle est paradoxale. Elle est visible parce que quand on fait un décompte du nombre de femmes qui ont assumé les responsabilités de chef d'État sur le continent, je m'étais amusé à regarder un peu en Europe. Je pense que l'Afrique n'a rien à envier à l'Europe de ce point de vue-là, et ni à l'Amérique latine, ni à l'Amérique du Sud. Et c'est une manière aussi de dire que la question que nous sommes en train d'examiner ici, et même les réserves que l'on peut éprouver à l'égard des femmes en politique, n'est pas seulement un phénomène africain. Ce n'est pas un phénomène africain. Même le pays d'où nous émettons, la France par exemple, on n'imaginerait pas qu'il y ait une chef d'État, on n'imaginerait pas qu'il y ait même un Premier ministre femme. Il y a eu Edith Cresson, mais Edith Cresson, si elle pouvait venir sur ce plateau, elle témoignerait de la rudesse de la position qui était la sienne. Et il suffit de voir les ministres femmes à l'Assemblée nationale française se faire huer, faire l'objet de blagues grivoises pour savoir que c'est un phénomène qui n'est pas seulement africain, un phénomène mondial. Et justement, comment l'Afrique se positionne par rapport au reste du monde, par rapport à la promotion des droits de la femme? Alors je disais tout à l'heure paradoxal, parce qu'en réalité nous avons beaucoup de femmes depuis les indépendances qui ont exercé des fonctions éminentes, de chef d'État, de Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Nigeria par exemple, ministre des Finances du Nigeria actuel, ministre des Affaires étrangères du Rwanda actuel. Ce sont des femmes puissantes en plus dans le gouvernement, et sans compter les autres ministres. Sans compter les ministres qui sont des femmes et qui tiennent leur rôle de la même manière que les hommes. Mais là où ça devient paradoxal, c'est que quand on observe comme ça sur les fonctions, sur les postes, il y a toujours eu des femmes. Mais dans les appareils politiques, regardez un peu dans les appareils politiques, c'est-à-dire dans les partis politiques, la très grande majorité des partis politiques sont tenus par des hommes. Et ce qui est quand même l'indication d'une forme de culture particulière, notamment dans le militantisme
politique. Les dames que nous avons vues tout à l'heure, qui sont élues députées, sont des membres d'un parti politique. Éventuellement dans l'équipe dirigeante, dans le comité politique, mais rarement leader. Et quand on parlait tout à l'heure de leadership féminin, je pense qu'il y a une bataille qui est à mener. Elle est au niveau des appareils politiques et non pas sur l'acceptation ou l'acceptabilité du fait qu'une femme exerce des fonctions, y compris les fonctions les plus hautes au sein de l'État. Alors, monsieur Majoum, faire de la politique, c'est pas quelque chose de facile, on l'a vu, mais alors quand on est une femme, c'est évident, c'est encore plus difficile que lorsqu'on est un homme. Oui, bien sûr, puisque c'est un lieu commun que de dire que la femme est toujours considérée comme inférieure à l'homme, y compris en politique. Mais ceci n'empêche pas quand même certaines femmes de se battre. Il y a par exemple ma compatriote Kawala qui a un langage extrêmement bien posé, bien charpenté. Et en Centrafrique, bon, il y a eu dans le temps une dame qui était Premier ministre de Bokassa. Aujourd'hui, la présidente de transition en Centrafrique, c'est Mme Samba Panza, qui est également une dame. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Un pays comme le Rwanda, on peut dire ce qu'on veut du Rwanda, mais je pense que c'est quand même un pays qui est en quelque sorte un pays pionnier dans la matière. Oui. Parce que la parité est vraiment arithmétique là-bas. Ce n'est pas un élément négatif. D'abord parce que le Rwanda n'avait pas beaucoup de choix, puisque après le génocide, beaucoup d'hommes ont été massacrés, et puis il fallait donc que les femmes s'impliquent. Et je pense que ce rôle qui consiste à les responsabiliser même en politique, sert de, comment dirais-je, de base, de préparation pour qu'elles puissent assumer de façon extrêmement positive, extrêmement constructive, le rôle, tout rôle, dans la société. Demain, on sera peut-être surpris de voir qu'il y a une présidente au Rwanda, etc. Donc tout cela pour dire que la femme africaine a un rôle à jouer et c'est à elle de se faire accepter par son milieu. Et comme vous disiez tout à l'heure, malheureusement, les partis politiques, les hommes politiques préemptent un peu la politique et cherchent absolument à en exclure les femmes. Comme il a dit, il y a très peu de partis politiques en Afrique où on voit des femmes qui occupent des postes de responsabilité. Et ça également, c'est à déplorer. Mais sinon, la femme est acceptée, la femme est de plus en plus acceptée si elle réussit à s'imposer. Nous parlions tout à l'heure des difficultés, elle a bien fait de le souligner. On a vu ici Ségolène Royal quand elle a gagné les primaires, loyalement. C'est dans son propre parti qu'on a commandé tout sauf Ségolène. Ça veut donc dire que l'évolution sur ce plan-là, à mon avis, est beaucoup plus rapide en Afrique qu'ici. Donc on n'a pas de leçon à nous donner sur ce plan-là. Merci Monsieur Majoum. Alors Gratien, justement, qui ne laisse pas la place, enfin la chance à la femme, les partis politiques ou la population? Ou les deux? La population, non, parce que c'est plutôt parlons de la société, je dirais plus de la société, disons les coutumes ou autres. D'abord, au niveau de la population, de la société, c'est que souvent, quand il y a deux personnes, il y a dans un ménage la femme et l'homme, les deux sont des militants d'un parti politique. Le chef du parti propose, il dit, dans votre famille, on veut quelqu'un qui accède à une fonction. Souvent, c'est l'homme qui se propose. Rarement, un homme va dire, non, c'est ma femme. Même quand on propose sa femme, il va dire, attendez, mais et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Non, c'est moi d'abord. Donc, il y a ce côté d'abord. Deuxièmement, les partis politiques, il faut savoir que au niveau des partis politiques, surtout au niveau des sommets, sont des loups. Ils se battent. Souvent, ce sont des combats qui sont, je dirais même, propres aux hommes. Des combats violents. On connaît des partis politiques, des fois, qui peuvent s'attaquer militairement avec des armes. Alors que les femmes aiment bien des choses qui évoluent calmement, doucement. Et donc, on n'est pas encore, dans certains partis politiques ou dans certains pays, on n'est pas encore arrivé à une coexistence pacifique des partis politiques. Ce qu'il faut dire, c'est que on dit, on va parler des gens compétents. Dans un parti politique, on va choisir des personnes qui sont compétentes. Mais pour être compétent, il faut avoir l'occasion d'exercer. Du moment où on est toujours subalterne, on n'a pas la possibilité d'exercer, par exemple, d'être directeur, d'être ministre. On dira toujours, on a pris les gens qui sont compétents parmi les ministres, parmi les directeurs généraux. Mais parmi ces directeurs généraux, il n'y a que des hommes. Et les femmes qui sont compétentes, on ne leur donne pas l'occasion. Ce qui fait que même le choix, finalement, c'est la société et en même temps, cette occasion qu'on ne donne pas, il faut qu'il y ait un coup de main, disons quelque chose
une volonté politique, comme au Rwanda par exemple, c'est Kagame qui a décidé qu'il y avait des hommes, il pouvait y avoir dans le Parlement rien que des hommes, mais il a décidé qu'au moins il va y avoir 50%. Et comme il y a au niveau des partis politiques, il y a aussi des votes pour les jeunes et des handicapés, ce qui fait qu'au Rwanda, il y a la majorité au niveau du Parlement des femmes, et en même temps dans plusieurs secteurs, des gens qui sont vraiment très compétents et qu'on voit avec une grande détermination. C'est-à-dire qu'on donne une occasion à une femme, on voit bien la détermination. Est-ce que ça peut complexer dans certaines sociétés les hommes? Peut-être que oui, et donc du coup, d'où son blocage. Donc que des hommes autour de ce plateau. Mais oui, monsieur Majoum. Oui, je voulais ajouter un petit mot. C'est pour rendre hommage à une très grande dame camerounaise qui est morte dernièrement. Elle était très impliquée en politique. Cet hommage que je veux lui rendre, ça ne signifie pas que j'étais d'accord avec tout ce qu'elle faisait, mais c'est une femme qui a montré, il s'agit de Madame Françoise Foning, parce qu'elle s'est battue. Elle a battu parfois des intellectuels de haut niveau aux élections, jusqu'à être maire, etc. Donc c'est une femme qui est morte malheureusement dans un accident. Je voulais quand même lui rendre hommage, parce qu'elle a quand même fait beaucoup pour la femme camerounaise sur le plan politique. Merci pour cet hommage, monsieur Majoum. Alors, Jean-François, moi je voulais voir avec vous, qu'est-ce que vous pensez des quotas, de cette parité imposée? Alors le quota, ça a été très bien dit dans le reportage tout à l'heure, et je partage totalement le point de vue qui a été adopté tout à l'heure. Le quota ne doit pas être un but en soi. Le quota, c'est un moyen de parvenir à une situation ou un résultat acceptable et de faire accepter dans la population et dans la société cette idée-là que peu importe qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, il faut regarder à autre chose, notamment à la compétence, à l'engagement politique, au programme politique, etc. Et donc qu'il y ait un quota, ça ne me choque absolument pas dès lors que ce n'est pas un objectif à long terme et définitivement, parce que, après tout, peut-être que demain, c'est nous qui allons demander à ce qu'on réinstaure le quota, parce que ça commence. On a hâte. Oui, mais les femmes ont hâte. Le jour où ça arrivera, ça voudra dire que le quota aura joué son rôle dans la situation actuelle, mais on a beaucoup. Oui, c'est ça qu'on attend. On attend de dépasser le quota. On attend d'abord, non, mais le quota, comme elle l'a rappelé tout à l'heure, dans le cas des quotas, les politiques de quotas, soit on a une indication du quota comme objectif à atteindre, soit c'est une règle. Et si c'est une règle, elle doit être sanctionnée. Et par exemple, le parti qui présente une liste électorale avec moins de femmes que d'hommes va avoir à payer une amende, par exemple, ou va subir quelques pénalités. Or, ce système-là, nous ne l'avons pas en Afrique, ce système de pénalité. Donc, le quota, c'est un objectif qui, pour l'instant, est affiché, et je trouve que c'est très bien comme ça. Mais maintenant, je pense qu'il faudrait peut-être, compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, réinstaurer la politique des quotas dans les partis politiques. Et juste pour finir, je vous donnerai un exemple concret. Nous disions tout à l'heure, pendant la pause, en Centrafrique aujourd'hui, en République centrafricaine, il y a une présidente femme, Madame Catherine Samba-Panza. Il y a beaucoup de ministres, dont la ministre de la Défense, donc des femmes de poids dans le gouvernement. Il y a plus d'une centaine de candidats. Il y a une femme. Parce que là, il s'agit de candidats qui sont présentés par des partis politiques. Alors, monsieur Majoum, est-ce qu'il y a une façon différente de faire de la politique quand on est un homme et quand on est une femme? Par la force des choses, oui. Parce que le combat qu'il y a entre hommes et les femmes peuvent difficilement supporter, comme il disait tout à l'heure. Il y a des moments où c'est vraiment la guerre, le combat physique et tout. Et donc, ce n'est pas facile pour les femmes de s'impliquer là-dedans. Mais je pense que quand même, avec un certain courage, parce qu'on a des exemples, hein, on voit des cas aujourd'hui, elles peuvent réussir à s'imposer. Mais pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que cette histoire de quota, je pense qu'il faut légiférer sur ce plan-là. Parce que ce n'est pas normal qu'un parti politique, au moment où on présente des candidats, que ce soit les élections municipales ou législatives, que les partis politiques ne présentent que des hommes. Parce que là, ça va bloquer le processus. Donc je pense que c'est ça qui rend la tâche un peu difficile pour les femmes. Je pense qu'il faut qu'elles trouvent leur place. C'est d'abord leur combat, mais il faut quand même que les autorités leur donnent le moyen d'assumer ce combat. Et je pense que ça peut apporter de... Mais sinon, elles seront toujours en arrière et ça va être très, très difficile. Oui, Gratien, justement, quel doit être le rôle de l'État dans la promotion des droits de la femme?
Monsieur Majoum parlait de légiférer, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui? Oui, certainement il faut légiférer parce qu'on connaît bien des sociétés. On peut partir même, moi je dirais que la place de la femme pratiquement en Afrique, dans certaines sociétés, on peut partir du cas de l'Afrique du Sud. On s'imagine en Afrique du Sud, s'il n'y avait pas eu des quotas, si on avait laissé en disant Mandela arrive au pouvoir, on laisse tout continuer comme avant sans mettre une loi. Les Noirs, on les verrait toujours pratiquement dans la même position qu'avant. Quand on est déjà dans une position inférieure, à un certain moment, il faut que l'État intervienne, légifère. Et aussi, il faut aussi améliorer la condition féminine. On ne peut pas dire on veut que les femmes aient de la place dans la politique ou dans tous les postes, et en même temps continuer à favoriser un système qui fait qu'il y a beaucoup, on peut retrouver par exemple 70% d'enfants qui se trouvent à l'école secondaire, des garçons, alors qu'il y a beaucoup, plutôt à la campagne, des gens et des jeunes, des enfants ou des filles qui deviennent des paysannes. C'est plus des filles que des garçons, donc il y a un problème déjà. Ça commence à l'âge de l'école primaire, l'évolution aussi, au niveau des postes et jusqu'aux postes de responsabilité. Et c'est l'heure du rappel des titres. Un attentat a été perpétré à la sortie d'un meeting électoral que venait de tenir le président Goodluck Jonathan ce lundi 2 février dans un stade de Gombe dans le nord-est du Nigeria. 2 femmes kamikazes seraient à l'origine de l'attaque qui survient à 12 jours de l'élection présidentielle. Au Togo, l'élection présidentielle est prévue quant à elle entre le 17 février et le 5 mars prochain. L'annonce a été faite par la Cour constitutionnelle ce 2 février. L'opposition qui entendait faire barrage à une candidature du président Faure Gnassingbé part plus que jamais divisée dans cette course à la présidentielle. Et c'est à la fin de cette deuxième partie. Nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la partie économique de cette émission. A tout de suite.